Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 5e numéro de Oh là mon brave, l'émission qui relie et revit les aventures de la compagnie Créance dans l'univers de Game of Roll. Je suis Erkep et je suis toujours accompagné de Maître Likao, Hello, hello. Anna June Barker Coucou Erkep. et Céladon. Salut. Cette semaine, on revient sur l'épisode 5 de la saison 1 et ça commence juste après ça. Oh là, mon brave! Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je le perceptionne. Boire un coup pour faire le point, mais boire un coup. Jotun, J-O-T-U-N. Faut s'équiper, hein. Je vais devenir une armurerie, je pense. Tu connais cette drogue-là, ça s'appelle le doigt. Et vous êtes sympa ou pas? Lance Bonne un dé à compétence, 100 ça. faces. T'as donné la Tu lui as boîte. donné la boîte. Je lui ai donné la boîte. Merde. Ne trouvez-vous pas que le destin est ironique parfois? On le jette dans la On rivière. lui coupe la langue et on le jette dans la rivière. J'invoque les flammes. 92. Gourmandise travaille aujourd'hui? J'ai quelque chose à vous dire de très important, c'est que vous m'avez manqué. Quand est-ce qu'on boit? Et oui, nous revoilà après plus d'1 mois sans épisode. Donc après avoir annoncé gaiement qu'on publiait une semaine sur 2, la promesse a fait long feu. Hein. Désolé. Il faut dire que contrairement à beaucoup de podcasts qui ont l'intelligence de commencer en septembre, comme ça ils prennent le temps de se poser, nous on a commencé en début d'année. Comme ça on enchaîne direct sur tout ce qui est bien compliqué, les examens, les vacances, etc. Et du coup, on va essayer d'enregistrer un peu plus souvent, mais on ne fait plus de promesses. Parce que là, on va arriver dans la bonne période. Hein. Examen scolaire, grandes vacances. Donc pour moi, je sais que dans mon boulot, c'est la saison. Et la saison est compliquée. Du coup, on va pas donner de date. Mais vous inquiétez pas, on restera motivés. Et on n'abandonnera pas la mission qu'on s'est donnée de refaire entièrement Game of Roll avec vous. Yes. Ouais. Et moi, je voulais juste rajouter que, à l'heure actuelle où Game of Roll a atteint un degré incroyable de production et de qualité, nous, on ne voulait pas renier les origines du show et ses premiers épisodes et vous dire qu'ils ont vraiment rien de honteux. Au contraire, ils sont vraiment très, très cool à voir au moins une fois et à revoir. Ils sont vraiment l'essence même de l'émission, son ADN, et sans dire que c'était mieux avant, c'est toujours un grand bonheur, moi, quand je reviens sur ces vidéos. Et voilà, je vous conseille vraiment de les regarder si vous découvrez Gore par la saison 5 de Mister MV, d'au moins de regarder une fois tous les épisodes de la première campagne, de la saison 4, de Mad, et puis allez jeter un coup d'œil aussi sur Premier Rôle, Chasseur de monstres et compagnie, c'est vraiment très sympa. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai pas noté son nom, désolé, mais sur Twitter, j'ai vu, on a un auditeur qui les regarde en même temps que nous, ou une auditrice, je ne sais pas. J'ai vu ça qui te répondait, Maître Oui. Likao. Du coup, c'est drôle. C'est le but en plus. Et ouais. Il ou elle, je pense c'est il. Attends, c'est il, ouais. Je vais essayer de retrouver son blaze. Hein. C'est Filmic, d'ailleurs. On Flimic. salue. Oui, pardon, Filmic. Et ben voilà, je couperai pas. Eh ben merde alors. Donc coucou Flimic et merci beaucoup pour ton soutien. Et en effet, c'est vraiment le but. C'est trop cool de se dire qu'il y a des gens qui redécouvrent Game of Roll grâce à Ola mon brave. Alors, cette semaine, l'épisode s'intitule « Aventure sur la mer de la morsure » d'une durée de 2h41 minutes. Je sais pas pourquoi j'ai toujours du mal à dire les heures comme ça. Bref. Alors, qu'as-tu pensé de cet épisode, Anna June? Eh bien, donc on quitte Arya dans cet épisode, et donc il y a une part de moi qui l'aime par définition un petit peu moins que les deux précédents, hein. Je suis addict Arya. Et puis en plus, même si je sais que cet avis n'est pas partagé par grand monde, j'ai toujours trouvé que les séquences en mer sont un peu bof-bof dans Game of Roll. Alors bon, moi je veux être un pirate depuis que j'ai l'âge de 8 ans, et que mon frère Rémi me faisait des jeux de rôle One Piece, donc je suis très très attachée aux jeux de rôle liés à la piraterie. Mais ici, je trouve que ça fonctionne pas toujours, et cette première remontée à bord de la beauté circassienne ne déroge pas forcément à la règle, surtout qu'il y a une partie un peu didactique sur les termes maritimes, qui est certes intéressante à jouer, d'un point de vue mécanique de jeu, mais je la trouve un peu moins sympa à spectater, voilà. Ce n'est que mon humble avis. Donc à côté de ça, par contre, on attaque un gros morceau dans cet épisode, un morceau qui est de très loin ma partie préférée
de tout Aria. Donc je vais bien entendu parler du lore d'Atlan. Ça vous choquera évidemment, hein, j'en suis sûre. On ne fait que l'effleurer, mais pour moi, tout l'arc narratif des Protecteurs, c'est vraiment le joyau de ce jeu de rôle. C'est le lore que je trouve le mieux écrit, le plus intéressant, et donc je suis super excitée qu'on l'aborde enfin, et je suis aussi par conséquent très contente du sujet point lore du jour de Maître Likao. Spoiler, aujourd'hui, le point lore sera sur Atlan Grekten de Quirk et l'Ordre des Protecteurs. Oui. C'est vrai que le Lord d'Atlan, c'est, la campagne tourne autour de ça, en fait. Ouais, De toute bah c'est façon. clair. Donc forcément. Et toi, Maître Likao, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, pour moi, encore un très bon épisode, mais c'est vrai que sur la campagne 1, l'épisode avec des fêtes sont mes préférés. Un peu déçue comme toi, Najun, que les aventuriers quittent aussi vite Aria. Je pensais sincèrement qu'il resterait au moins l'épisode complet, voire un petit peu plus. Et du coup, j'ai été très surprise par l'aspect Sea of Seal que prend l'aventure en toute dernière partie de l'émission. Mais une fois la surprise passée, bah, finalement, j'ai réalisé à quel point cette campagne allait être potentiellement longue et surtout avoir un gameplay ultra varié. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup surprise. Et je vous l'avais déjà dit, hein, j'étais déjà accro, mais à ce moment-là, j'ai adhéré envers et contre tout, à tout ce que pourrait faire la campagne et tout ce que pourrait faire Game of Thrones. Alors moi, comme je vous l'ai dit avant, j'ai pas d'avis, mais j'avoue que j'étais content qu'il parte d'Aria. Il en pouvait plus, Harry-Cap. Tous les allers-retours là, on en a marre. On va à la Colline Creuse. Non, on va au temple. Non, on achète. On fait... Allez, Allez, faisons autre chose. rentrez chez vous. Et ben, pour toi, c'est là donc, comme d'habitude, on va écouter ta prédiction du mois dernier maintenant. L'Ortoir va faire d'eux des invités d'honneur jusqu'à ce que Scalroon calcule Clodomir, ce qui est vraiment, je pense, inévitable. Ensuite, ils vont croiser Bonne Fortune. Donc Bonne Fortune qui va avoir un service à leur demander et adopter un comportement enjôleur à la manière d'Atlan qui a l'air de très bien savoir obtenir ce qu'il veut. Et en parlant d'Atlan, je pense qu'il ne quittera pas Aria sans retomber sur Maria. Et c'est cool, ça rime. Qui exprimera son incompréhension la plus totale et qui sera blessée mais en même temps beaucoup trop amoureuse pour être rancunière. Ouais. Au final, je crois que Bonne Fortune. Quoi, je me trompe encore? Non, c'est ton Bonne king. Fortune. C'est ton king sur Bonne Fortune qui me fait rire, tu veux le voir partout. Oui, bien sûr, je veux le voir partout et au final, on n'en entend plus parler. En tout cas, pas dans cet épisode. Scalroon, pareil, son nom n'a même pas été prononcé. Enfin, on a juste vu au début parce qu'elle était là à la soirée, quoi, mais c'est tout. Et puis Maria, ouais, finalement, c'était pas étonnant qu'elle soit en colère. Hein, n'importe qui l'aurait été, je pense. Quand je l'ai vu, je me suis dit putain, est-ce que je vais avoir le temps de le regarder et tout? Il est méga long. Et du coup, au lieu de le regarder en prenant des notes et du coup en mettant sur pause, en repassant des passages et tout, je l'ai regardé d'une traite. Je l'ai regardé par tranche de 1 heure, je crois, un truc comme ça. Mais ça a complètement changé ma vie. Voilà. Et du coup, je comprends beaucoup mieux le fait que vous appréciez autant Game of Thrones et tout, parce qu'en vrai, c'est tellement plus agréable comme ça. Genre, je sais pas pourquoi je me cassais vraiment la tête alors que c'est tellement plus agréable et qu'au final, je trouve d'écouter vraiment et d'apprécier le contenu, c'est une façon de faire qui est beaucoup plus juste, qui rend plus hommage au travail de toute l'équipe, quoi. Donc voilà, c'est je pense l'épisode qui aura changé ma façon d'apprécier Aria. Toi aussi, tu vas devenir accro. C'est vraiment très cool ce que tu dis, ça me fait très plaisir parce que j'éprouve un peu moins de plaisir que d'habitude à écouter Game of Thrones pour la préparation du podcast parce que je dois analyser tous les jets de dés, il y a beaucoup de petits trucs que moi je dois souligner, donc je peux pas me permettre de faire autre chose en écoutant. Et j'ai vraiment pensé à toi et je me suis dit c'est peut-être pas les conditions idéales pour consommer Game of Thrones pour la première fois.
Mais du coup, vraiment, je t'invite à continuer sur cette lancée. Et le but, c'est de kiffer, que tu aimes autant que nous, on aime. Et tant pis si tu relèves pas tous les petits détails, quoi. C'est pas très grave. Ah, c'est trop mime. Mais je trouve que, en vrai, il y a un petit peu d'exercice quand même, mais c'est quand même tellement plus cool de regarder une série ensemble, genre épisode par épisode, de le faire sans binge-watcher. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Et de le faire avec un groupe, quoi, parce que du coup on peut en parler et tout, et du coup je peux réfléchir et je peux y repenser le soir et me dire va se passer ça et tout. Ouais, c'est une autre façon de consommer Game of Thrones. On en avait déjà parlé hein, quand on est sur le live Twitch. Si on prend le temps de react sur le Discord, sur Twitter, sur les Discord des fois, sur le live Twitch, bah, au final, l'épisode est super cool à suivre parce qu'il se passe plein de choses. Mais se poser, l'écouter juste en podcast ou sur YouTube si on a le temps, bah, c'est encore quelque chose de complètement différent. Eh bien, comme moi, je n'ai pas d'avis sur cet épisode, on va passer tout de suite au résumé. Ça me fait rire. Il est démissionnaire, Erkep. Évidemment, un petit récap par parcimonie. Envoyez-nous plein de cœurs, s'il vous plaît, on adore ça, on aime l'amour. Allez, hop. L'épisode s'ouvre sur Fibre qui annonce qu'il n'y aura pas de débrief et donc 3 heures de jeu. C'est plutôt cool, même si j'aimais beaucoup les débriefs. Et j'avoue que pour le résumé, je redoutais un peu le changement. Je me souvenais que c'était là. Mais bon, du coup, je vais essayer de faire un peu plus succinct pour que tout ça reste digeste. Et puis après, je me suis rendu compte que il dit ça, mais ça dure 2h40 et celui d'avant, il durait 2h36 ou un truc comme ça. Ça change pas grand-chose en vrai. C'est vrai, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, quand il a dit ça, moi j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, waouh, ça va être super long. Au final, c'était parfait, quoi. Ouais, perso, je trouve que c'est une bonne décision d'avoir enlevé le débrief. Comme vous l'avez dit, ça rallonge quasiment pas le show, hein, quelques minutes à peine. Et puis je trouve que ça évite cette coupure de fin de stream, ce changement trop long de scène et surtout les questions qui s'étaient encore trop orientées, à mon avis, sur, Donjons& et Dragons et ou sur Aventure. Alors c'est 2 JDR que j'aime beaucoup, hein, le problème n'est pas là. Mais je pense que ça a permis aussi à Game of Thrones de poser sa patte, sans avoir toujours à être comparé et à se justifier par rapport à des shows. Donc je pense à Critical Role, ou oui donc Aventure qui venait à peine de s'arrêter. Je crois qu'ils étaient encore en train de tourner Les Survivants. Et je trouve qu'aussi ça a évité de diviser dans tous les sens du terme l'équipe, puisqu'à la fin le débrief, c'était, 2 par 2. Et en fait l'ADN de Game of Thrones, c'est une table, 4 joueurs et un MJ qui vraiment s'entendent très, très bien. Et de toute façon plus tard le débrief il reviendra. Cette fois-ci directement sur la table avec tout le monde justement et c'est Fibre qui sera meneur du débrief. Après tout, c'est lui qui connaît son jeu, son système et son scénar et il va utiliser des questions directement, de Twitter. Alors bon après, avoir un ou non un compte Twitter, ça c'est un autre débat, mais c'est surtout que ces questions, bah, il va les prendre, elles seront pas orientées, et elles seront vraiment, soit drôles, soit très, très efficaces. À mon avis, je pense que c'est pour le mieux. Après un gros récap, on a la résolution du cliffhanger de l'épisode précédent. Nous nous étions quittés et je vous ai dit, il se passe à ce moment-là quelque chose d'incroyable qui va peut-être changer le cours de la soirée. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais ce qui se passe ou pas? Non, parce que tu nous l'as Eh pas bien, dit. quelqu'un met sa main sur ton épaule, te retourne et te gifle. Et c'est Maria qui a une petite larme sur la joue et qui dit « Mais Alfredo, comment avez-vous osé m'abandonner? Vous me faites une cour pas possible? Vous me donnez rendez-vous à 18h et vous ne venez jamais me chercher? J'ai dû rentrer humilié en plus un d'un autre noble et j'ai perdu mon invitation. Et je vous soupçonne à moitié d'être intéressé finalement par mon argent ou par mes invitations. » Bravo Céladon pour ta perspicacité. C'est Oh bien là joué. là, la perf de Fibre Tigre, elle est incroyable, quoi. Et puis franchement, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure aussi, mais c'est clairement mérité, hein. On joue pas impunément avec les sentiments des gens comme ça, mais forcément retour de karma au moins, quoi. C'est vrai.
Et Maria est là, bouleversée par la traîtrise d'Atlan. Il essaie de s'expliquer, mais c'est peine perdue. Et par contre, il arrondit parfaitement les angles avec Clémo, qui, on rappelle, ne voulait pas de scandale. Et Clémo l'invite à découvrir sa collection de heurtoirs qui se compte par milliers. Ouais, pour en revenir à Maria, la pauvre, Atlan va complètement la ghoster. On n'entend plus parler d'elle de toute la session de jeu. Et la compagnie va filer à l'Haussmannienne sans s'occuper d'elle. C'est vraiment affreux la manière dont cette pauvre Maria est traitée depuis la première à la dernière seconde où elle va faire partie de cette aventure. Mais bon sens que c'est drôle, faut bien l'avouer. C'est vraiment un ressort comique assez délectable. Pendant ce temps, Niklas, complètement saoul, décide d'aller vomir au balcon qui donne sur une falaise à pic. Il est interpellé par Ninja Master, le médecin qu'ils avaient volé, sur la place des Nobles. Le médecin s'inquiète de sa santé. Celui-ci le reconnaît et dans sa surprise, il passe par-dessus la rambarde. Niklas le sauve tout en le recouvrant de vomi et le médecin part se nettoyer dans une fontaine. Ah là là, cette scène, elle est assez comique et on peut dire que niveau karma, Niklas c'est vraiment le plus propre. Hein. D'ailleurs, la seule fois... Poum poum, j'allais dire une stat intéressante en plus. Pardon. Non mais Niklas ne tue qu'une personne, jusque-là du moins dans Game of Thrones, et c'est même pas lui vraiment qui la tue, c'est Fibre qui convertit un bon jet de dés en tu pousses le gars dans le parcours. Et voilà, bon, il fait une nouvelle fois preuve de cette décence, on va dire, et du fait qu'il prend les bonnes décisions humainement, I mean, et il tue jamais gratuitement. Et on va pas se mentir, moi je pense que Atlan, Clodomir, ils auraient balancé le mec direct sans hésiter, voire même peut-être Keitra, parce que le gars, il dit quand même qu'il va peut-être le dénoncer, et personne n'aime les Pookies. Du coup, le médecin revient et il menace Niklas de le dénoncer en tant que voleur. L'alchimiste l'embrouille et finit même par se faire ami-ami avec lui. Ouais, c'est excellent move du joueur lame. Il incarne toujours avec perfection cet alchimiste Springbreaker arrogant, mais aussi génial que sûr de lui. La classe Knigayotte incarnée, même recouverte de dégueulis. Okay. Moi, cette situation, elle m'a énervée un peu. Et enfin, comme tu l'as dit, Anna, c'était vraiment moche de vouloir balancer, enfin, le médecin qui veut balancer le mec qui vient de lui sauver la vie quand même. Enfin, je veux dire, il y a quand même genre, il lui a volé sa mallette, mais entre la valeur de sa mallette et la valeur de sa vie, je pense, enfin, il y a des peut-être, enfin voilà, je sais pas. Enfin, dans ma tête, il aurait dû partir sur un on est quitte. Et puis, à côté de ça, en situation réelle, c'est impossible de faire avaler des trucs aussi gros à quelqu'un, quoi. Genre, ou alors, genre Niklas, il a genre ce charisme, genre, il est tellement, c'est le gourou, quoi. C'est pas impossible. Hein. De son côté, Atlan parle de la femme qui pleure à l'étage à Keitra et Clodomir. Il décide d'aller la voir. Atlan se présente comme ami de Clémo et vicomte du royaume de Scarly, au sud de Kniga. Ce qui l'étonne parce que pour eux, au sud de Kniga, il n'y a rien. Keitra se présente comme une princesse d'un peuple nomade vers Akaba. Et Clodomir, lui, juste comme le valet d'Atlan. Ok, alors là, ce que je vais dire, c'est vraiment à prendre avec des énormes pincettes. C'est que ça m'a paru super étrange et je me suis dit que du coup, c'était une ref. Donc, je suis juste allée voir sur Internet. Et du coup, Scarly, c'est un acteur qui a joué un sorcier du ministère de la magie dans un film de la saga des Animaux Fantastiques. Donc, je sais pas si c'est volontaire et du fait si c'est pertinent de le dire, ça se trouve, c'est random. Mais j'ai trop l'impression, comment il l'a dit, que ça voulait dire quelque chose, voilà. Ouais, il me semble que Monsieur de Rive est pas mal fan de la saga Harry Potter. Bon, certainement pas autant que celle du sorceleur, évidemment. Alors, c'est peut-être... Soit je prends un gros coup de vieux, mais je pense que Game of Thrones est antérieur au film des Animaux Fantastiques, non? Mais écoute, j'ai été vérifiée parce que j'ai eu la même sensation que toi, mais on va prendre un coup de vieux. Le premier Animaux Fantastiques, c'est 2016, les frérots. 2016 Ah
Ah Je ouais. pensais que, je pensais 2019. Donc moi aussi j'ai eu la même réaction que toi. Je me suis dit bah non, c'est pas possible et tout. Et puis en fait voilà, le temps est passé déjà depuis. Non, mais bon, allez, passons à la suite. La femme leur explique ses malheurs. Alors, écoutez, euh, on a un neveu qui est un petit peu rebelle. Il a 13 ans, 12-13 ans. Il s'appelle Amaury. Et il a fugué. Depuis combien de temps? Bah, je l'ai appris ce soir. Et on ne sait pas où il est parti. Et comme il a un fort caractère, on ne sait pas où il est. Alors on le cherche. C'est ça notre problème. C'est le début de la quête d'Amaury, celle qui donnera lieu à peut-être un des moments les plus hilarants de l'aventure, et qui lui suivra pendant très longtemps. Alors, instant confession. Puis, j'ai l'impression que je râle beaucoup ce soir. Je dis que j'aime pas des trucs que tout le monde aime bien. Mais non. j'aime pas Amaury. Et j'ai aucun argument, voilà. Non, je sais pas, j'aime pas trop cette quête d'ailleurs. Et de tous les personnages récurrents, c'est vraiment Amaury que j'aime le moins. Bon, après, il donne lieu à une belle scène dans une autre soirée, hein, si c'est bien de celle-là dont tu parles, Erkep. Non, moi je parle plutôt de l'épisode de la colle. Oui, d'accord. Ouais, j'avoue, c'est assez mémorable. Mais bon, allez, je crois que j'aime juste pas les sales gosses, tout simplement. Et voilà, c'était ma deuxième confession râleuse de la soirée. Ouais, franchement, moi non plus. Enfin, j'ai pas vu encore Amaury dans le aria de Game of Thrones, mais dans le aria de la table virtuelle, je l'ai pas aimé non plus. J'ai trouvé vraiment insupportable. Ah, Ah, mais merci. il est insupportable. C'est le but. Mais je sais, mais il y a plein de persos insup où je me dis haha, quel roleplay, quelle situation cocasse, que c'est drôle. Là, j'ai juste envie de l'attacher à un pilori, quoi. Enfin bref. Ouais, On c'est- en C'est plus reparlera. ou moins ce qui va se passer. Spoiler. Donc après avoir pris quelques renseignements, ils repartent à la soirée. Il est 23h30. 23h30. Clodomir suit Clémo qui s'éclipse avec quelques courtisans triés sur le volet sur un balcon pour assister au discours qui arrive. Ils mettent un plan en place qui repose sur la nouvelle amitié d'Atlan et Clémo. À l'heure dite, Clodomir s'empare d'un plateau de service et Atlan se rapproche du cercle privé de Clémo. Le magicien arrive avec ses boissons. Il est d'abord arrêté par un garde, mais Atlan le fait passer. Parce qu'en fait, le truc du milieu, Ouais. la coupe du milieu, c'est la coupe où il y a le produit. D'accord. Et en fait, j'explique que le principe de ce breuvage, c'est de faire un mélange au dernier moment, juste avant l'ingurgitation. Ah bon? Oui. Et comment s'appelle cette technique et ce breuvage? Alors, c'est une boisson de Scarly. Voilà, oui, voilà. C'est une vodka Red Bull, si tu veux. Mais ça, il faut ça d'un Non, moment pour s'appétit. ça s'appelle l'eau enchanteresse. L'eau enchanteresse. Ouais. D'accord. Et en fait, c'est quelque chose qui rend la boisson. Ça rajoute un petit Ce goût n'est de pas miel. du poison. Du poison. Enfin, maître. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce que vous dites? Alors, je fais mon mélange, voilà. Donc, bougez pas. Hop, j'en mets une petite goutte dans chaque verre. Ah bon? Bah, tant qu'à faire. Mais- Bah non, mais c'est bon, tant qu'à faire. Enfin, je pense à Atlan, moi. Pas grave, mais pas grave. Voilà. On va craquer, Et t'inquiète. donc, Ouais. bah, comme ça, on maximise les chances. À ce passage, pour moi, c'est vraiment une masterclass de RP de la part de Daz. On dit souvent qu'il fait des anachronismes du HRP, mais là, il est tellement dans son rôle de Clodomir. Et c'est aussi un très bon exemple de me jeter vraiment à la cool une partie. Fibre, là, il va récompenser le joueur en validant le plan sans faire aucun jet de dés. C'est le moment aussi, pour moi, qui valide totalement le partenariat in crime, désolé l'accent, entre Atlan et Clodomir, qui là ont carré le plan jusqu'au bout. J'ai adoré ce passage. Et c'est drôle. Vraiment, je l'ai trouvé drôle. Et ça sonne juste super juste. J'ai dit 2 fois juste. Et je trouve que ça fait vraiment sens. Mais en fait, là, en le réécoutant, je me suis dit juste... putain, on dirait genre un ado qui essaye de faire avaler un truc tellement gros à genre son interlocuteur adulte. Genre le pire des mensonges, ou je sais pas, une ânerie terrible. Ah, mais de toute façon, les plans de Clodomir, c'est toujours... Il y a toujours... J'ai un plan en 12 étapes, vous inquiétez pas, ça va bien se passer.
Et rien n'est censé. Oui. En tout cas, celui-là, c'est un succès. Clémo boit sans se méfier et est fasciné par le discours d'Astrid aux deux visages, qui est présente en tant que maîtresse de la guilde des marchands. Plus tard, Jotun les emmène voir Astrid qui les félicite. Ils ont maintenant accès au roi des voleurs qu'ils vont voir sur le champ. Ils découvrent pour la première fois un temple du dieu Gobi qui cache Vous un êtes sous la passage. ville. Vous évoluez dans de grands couloirs de pierre aménagés sous la ville. C'est une véritable ville sous la ville. L'eau des fontaines du dessus s'écoule du plafond dans d'autres fontaines. La lune perce à travers quelques grilles. Il y a des champignonnières qui sont entretenues par des nombreux paysans. Vous passez des ponts de bois franchissant des bras souterrains du parcours pour arriver dans une forteresse de pierre se dressant sous les stalactites. Là, au-dessus d'un tas de coffres débordants d'or, se tient, sur un trône, entouré d'une armée, le roi de l'autre ville, celui qui porte le nom de Rupert le requin, mais dont le vrai nom est Pentaro, et qui a un X sur le visage. Rupert le requin, un capet. Pentaro est maigre aux yeux vifs, donc avec un X sur la joue. Et il dit « Ah, les nouvelles recrues de la guilde des poissonniers. » Ouais, je vous avais parlé de mon love to love de la guilde des voleurs et cette description, c'est vraiment, pour moi, c'est le kiff ultime. C'est vraiment les étoiles dans les yeux, les fontaines qui tombent dans d'autres fontaines. Enfin, c'est vraiment juste sublime. Et puis j'aime vraiment beaucoup comment Fibre il décrit ses personnages parce que c'est jamais des longues descriptions détaillées comme on peut entendre parfois dans d'autres actual plays. Mais il va toujours souligner un truc dont on va se souvenir, comme par exemple le zozotement de Zulia que tout le monde retient. Et ici Pentaro, il insiste sur le fait qu'il a une croix sur le visage et je trouve ça super visuel. On se croirait vraiment dans un manga. On pense évidemment au personnage de Kenshin, ou encore pour les plus nerds comme moi, à Drake, hein, l'une des supernovas de One Piece, qui est un personnage hyper charismatique lui aussi. Ouais, et puis là, je viens de décoincer, mais je crois que le X aussi, c'est pour l'amour de Pentaro, véridique ou fantasmé par Daz pour la Xbox, il me semble. Du coup, Pentaro leur explique les règles de la guilde. Bien sûr qu'on prend le diplôme. D'accord, alors il y a des règles à respecter. Premièrement, tout l'or que vous volez, vous devez en donner 10% à la guilde. Donc il y a une petite fente sur le poisson du temple du vieux poisson. Quand vous gagnez 10 pièces d'or, vous en mettez une dans la statue du dieu poisson. Mais si on est loin de la ville, si on est Il y a loin d'un d'autres temple. temples Eh bien, vous économisez, vous faites très attention. Et faites attention, nous avons aussi un œil sur vous. Donc ne filoutez pas avec les voleurs. Parce que la deuxième règle, c'est on ne vole pas un voleur. On ne tue pas un voleur. Comment on se reconnaît déjà? Et Ouais. on ne ment pas à un autre voleur. Eh bien, j'en suis un et vous en êtes un autre désormais. J'aime beaucoup l'avertissement ne filoutez pas avec les voleurs parce que c'est tellement précis de la part de Fibre dans le sens où dire à ce groupe de ne pas filouter, c'est vraiment le mot qui est mission impossible, j'ai l'impression. Ah oui, ça va se confirmer dans 5 minutes. C'est ça. Après ce discours, il repère la tête de Moussa, toujours vivante, enfermée dans une cage qui pend au plafond. D'abord, il négocie la boîte, mais il mente au roi des voleurs en disant qu'elle ne vaut rien, alors qu'il vient de leur expliquer les règles. Atlan, Clodomir et Niklas sont directement bannis de la guilde, mais Ketra, honnête, enfin, plus ou moins, garde son multiclassage et récupère la boîte en promettant de verser les 10%. Malheureusement, Pentaro garde la tête, ajoutant au destin horrible de Moussa. Ouais, c'est tellement triste pour Moussa. Moi, j'ai vraiment apprécié ce perso, même si on l'a pas vu beaucoup. Hein, je crois que c'était un épisode. Et enfin, la tête de son cadavre, c'est juste une curiosité divertissante pour le roi des voleurs. Super, trop triste. Et j'ai trouvé aussi, enfin, ça m'a un peu agacé, mais que c'est super dommage qu'ils soient chassés de la guilde, genre alors qu'ils ont passé toutes les épreuves d'entrée, ils ont un peu galéré et tout. Au final, ça tombe tellement à plat, c'est tellement frustrant. Mais ouais, et en plus, je trouvais la petite filouterie, oui, on peut l'utiliser, le mot, de dire que la boîte seule ne valait en soi rien. Elle était plutôt maligne. C'était pas un mensonge en soi. Mais bon,
Ça aurait peut-être mérité un peu plus de clémence, mais en même temps, ils ont tellement enchaîné les bobards après, ils sont tellement empêtrés dans leurs mensonges qu'ils méritaient sûrement d'être punis. Et oui, et donc GG à Ketra pour sa gestion des événements, parce que comme tu disais, Rkep, elle a menti aussi, mais de manière, on va dire, plus raisonnable. Ouais. Et oui, pour Moussa, c'est infâme. Et toute cette histoire de tête, en vrai, elle est scandaleuse, mais elle est aussi grotesque et burlesque à la fois. C'est presque un ressort comique, cette tête de cette personne assez noble d'esprit qui va être utilisée vraiment honteusement. Bah, ce qui est sûr, c'est que c'est certainement pas digne de lui. C'est fou parce que, enfin, désolée, j'en rajoute une couche, mais genre pour la tête de Moussa, quoi, on dirait un élément de conte, genre on Ouais, dirait. tout à fait. Ouais. Oui. Et ça, c'est un vrai trésor de Game of Thrones, je pense, parce que c'était pas écrit, quoi. Et du coup, tout ça est arrivé et il y a tellement de cohérence et c'est tellement bien foutu, quoi. Genre, je trouve ça vraiment admirable. Ouais, c'est clair. Cette tête, elle n'était pas prévue au programme, il aurait jamais pu s'imaginer ça, et pourtant elle revient tous les X, et en effet, elle donne un côté fantastique au sens vraiment large du terme à l'histoire. Bah, est-ce que Moussa, c'est peut-être un peu leur petite voix, leur conscience qui est censée un petit peu leur rappeler qu'il y a des choses qu'il ne faut pas qu'ils fassent. Et au final, depuis le début, ils tournent la tête à la tête de Moussa. C'est ça marche à merveille. Après une petite discussion sur la suite des événements, ils décident d'aller se reposer au nuage enchanteur. D'ailleurs, pendant la petite discussion, il y a Ketra qui va utiliser sa nouvelle compétence de voleuse pour filouter justement tout le groupe et récupérer tout le loot de tout le monde sous prétexte qu'on ne vole pas une voleuse et que donc elle devrait garder les objets des autres. Et donc voilà, elle chope tous les objets et Fibre il est mort de rire parce qu'il sait qu'elle est déjà chargée comme une mule et voilà, le loot doit appartenir à Ketra et je trouve ça très, très malin de sa part. Le lendemain, Niklas passe chez le médecin et récupère un petit peu de stock alchimique, dont la Mérilia, mais il préfère fabriquer un feu d'Ingramus parce que les soins, oseille. Ouais, c'est dommage d'ailleurs, car la Mérilia permet de créer une potion de soins légers, d'accord. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle a un très léger effet secondaire, pas piquer des hannetons, puisqu'elle donne une belle couleur carotte à celui ou celle qui la consomme. Et je pense que ça aurait pu donner des situations bien sympas. Et je voudrais rajouter que je trouve que l'âme, de manière globale, il est particulièrement excellent dans cet épisode du point de vue RP. Même là, à ce moment-là, quand il va faire son feu d'Ingramus, le gars lui demande « C'est quoi comme remède, ceci ?» Et il dit « Oh, c'est de l'homéopathie, ça débouche !» Et je trouve que c'est non seulement drôle, mais c'est hyper malin d'un point de vue RP de dire ça. Et voilà, je voulais juste le souligner. Non, mais t'as raison, effectivement, on l'avait pas rappelé, mais sur les règles de l'Académie des alchimistes de Kniga, il est strictement interdit de dévoiler les potions en dehors de l'Académie et des alchimistes. Donc là, il est vraiment bon par rapport Ouais. à ses origines, quoi. C'est clair, il est face à un médecin et il est occupé de fabriquer une potion destructrice, quoi, et donc je trouve qu'il s'en sort super bien. C'est clair. Ils partent ensuite acheter le fameux sperme de baleine au dock, et repassent à l'arbalète pour le donner à Gourmandise. Malheureusement. Donc tu lui dis... si je viens là, à vrai dire, c'est pas pour rien. Alors Ça il fait quelques jours t'attire que- dans un coin un peu discret et il dit écoutez, je suis désolé, c'est très grave. La garde royale est venue et ils accusent Gourmandise d'avoir voulu empoisonner le roi, qui est entre la vie et la mort en ce moment. Et elle a été emmenée, en ce moment elle est emprisonnée, peut-être torturée. Donc, Où ça, au je palais pense pas. Ah oui, au palais. Mais comment elle a été accusée de. Alors, Elle en a- fait, comme c'est la pâtissière royale, je sais pas, Ouais. voilà, et il s'est passé quelque chose récemment et a priori tout l'accuse et bon, de façon cynique déjà, c'était ma meilleure pâtissière donc c'est un peu embêtant, mais en plus la pauvre, je pense qu'on la reverra plus jamais quoi. Avez-vous des détails sur cette C'est tout, affaire? je viens de tout vous Tout dire. ce que vous savez? Ok, bon, Ils sont on passés, va essayer de... Ils sont passés ce matin à l'aube. À ce moment, je vous conseille vraiment de le regarder sur YouTube, ne serait-ce que l'extrait, parce que c'est là où on voit l'âme Niklas qui commence à avoir un début d'épiphanie derrière ses lunettes de soleil, et c'est Prince Lace. Ah oui, j'adore aussi ce moment, parce que justement, il a donc des lunettes de soleil, parce qu'il joue la gueule de bois, et il a vraiment une tête comme si... vraiment les choses qui connectent, les neurones qui connectent,
Mais je dois avouer que je n'en croyais pas vraiment capable de connecter tous les éléments parce que il a l'air de pas forcément suivre le lore comme tous les autres d'ailleurs. Mais comme quoi tout est possible, hein, je l'avais sous-estimé. Et ouais, parce qu'il se pose des questions sur la cuillère qu'il a volée pour Xa. Mais bon, ils partent faire quelques emplettes à la colline creuse. Une longue séquence de négociations s'ensuit. Ils apprennent quand même que l'œuf que Clodomir détient est en fait un vrai œuf habitant une créature inconnue. Et Ketra, elle répare sa hache, mais toujours pas de fiole pour Niklas. Ah, c'est incroyable, ils ne vont quasiment rien acheter et rien vendre, à part l'aspe d'or d'Osmani, donc qu'ils avaient trouvé dans le tabernacle du monastère abandonné de la forêt de Sauvanie. Mais en fait, c'est juste un échange de monnaie. Et ils vont juste réparer à vraiment au plus bas prix possible la hache de Ketra, qui aura tout de même un petit level up, mais une petite rune de chance. En plus, pas sûr que ça jouera plus tard en sa faveur. Mais par contre, ça va embrouiller les joueurs qui commencent à se rappeler de cette histoire de runes et qui ne font toujours pas le lien avec le Codex Runica. Ils vont plutôt se focaliser sur les runes de la lance en ivoire. En fait, ce sont des écrits Noc ou Mon. Et bon, en plus, la lance en ivoire, elle est complètement cassée. Ils peuvent pas la lire. Et ils ne vont pas la vendre non plus, du coup, cette lance en ivoire. Bref, c'est encore très très bien joué de la part de Fibre. C'est ça, comment détourner l'attention de ce qui est vraiment utile dans une campagne de jeu de rôle. Ils ont pas besoin de beaucoup. Non. Oh, un papillon. Ils retournent ensuite au palais des doléances pour enfin s'annoncer comme la troupe du rideau. Ils découvrent que la famille Tréherne a publié un avis de recherche pour Amaury. Et ils essaient aussi d'approcher le roi malade, mais sans succès. Ouais, on sent bien à ce moment que les joueurs tentent de bien faire, pour une fois, mais que du côté de Fibre, show must go on. Et en vérité, on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment suffisamment de haut fait d'armes ou de crédit social pour être aussi au palais. Et le choix de Fibre est compréhensible à ce moment-là de l'aventure. C'est marrant parce que j'avais pas du tout vu ça comme ça, genre. Enfin, je me sens super naïve et je crois en plus on a déjà eu cette conversation, mais genre ouais, de faire avancer le spectacle, quoi, de montrer aussi, enfin d'aller à l'essentiel un peu et en vrai, je me suis, enfin je dirais parce que déçue, ça me paraît fort, mais j'aurais trop voulu qu'ils trouvent un moyen de rentrer, de voir le roi, de lui donner un traitement ou alors de faire sortir Gourmandise. Là, j'ai un peu heurté Gourmandise, pardon. Du fait, enfin, ça, en plus, la manière dont Fibre, il essaye de les empêcher de passer et ça se voit, quoi. Enfin, j'ai trouvé que ça sentait un peu le complot. D'ailleurs, même si ça paraît normal qu'au final, on puisse pas rencontrer le roi malade comme ça, quoi. Enfin, même le roi tout court, en fait. Et ouais, j'ai pas pensé un instant que c'était une quête secondaire, quoi, que Fibre, il disait bon, faut y aller, quoi. Après, t'as pas tort aussi, hein, c'est là-dedans, puisque il y a un complot, effectivement, on le sent bien derrière. Et en fait, nous, avec Anna June et Arkhep, on avait fait un petit challenge sauver gourmandise dans le cadre d'un petit concours RP textuel, mais qui devait suivre la campagne de Game of Roll. Et on a des joueuses qui ont réussi à faire sortir Gourmandise de prison sans que la campagne ne soit altérée. C'était bien cool à faire d'ailleurs avec vous. Ouais, c'était très cool. Et ils ont été super inventifs. C'est clair. Et justement, ils passaient pas par on va directement voir le roi. Ils avaient à chaque fois trouvé des manières détournées. Parce que c'est vrai que ça aurait été sexy, on va dire, de faire de jouer toute cette partie où ils déjouent le complot directement. Ils mettaient évidemment le doigt sur quelque chose de très important dans la campagne et ça aurait été dingue qu'ils arrivent à mettre, à résoudre un petit peu l'enquête dès ce moment-là. Mais Fibre fait barrage, mais en vrai, à ce moment-là de l'histoire, c'est impossible qu'ils puissent avoir accès au roi.
C'est comme si moi, je dis ça parce que j'ai grandi juste à côté du palais royal de Laken en Belgique. C'est comme si je débarquais et je disais « Youhou, j'aimerais bien voir le roi Philippe, s'il vous plaît !» C'est impossible, quoi. Donc, comme tu le disais, Maître Likao, c'est pas abusé de se dire qu'à ce moment-là de l'histoire, ils auraient jamais pu atteindre le roi de cette manière-là. Pour intégrer les troupes, Tarsil fait venir Cassandre et Zoltan. Ils expliquent leur situation, mais c'est trop tard. La croisade est déjà partie. Cassandre les envoie rejoindre la croisade en tant que troupe indépendante, mais surtout rappelle à Kétra qu'elle doit aller à Irène. Ils choisissent leur premier nom de compagnie, les Heurtoirs. Ils sont ensuite interpellés par l'archiprêtre Zoltan, qui pose à Atlan une série de questions intrigantes. Toi, il dit... J'ai peur qu'il m'accuse de quelque chose. Est-ce que... quelle est votre position par rapport au dieu exilé? Ma position Oui. par rapport au dieu exilé. Mhm. Que nous... Dis que tu le respectes. Nous l'aimons bien. Exactement, j'ai du respect pour lui sans pour autant le vénérer. Est-ce que vous avez entendu parler de l'ordre des protecteurs? Pas du tout. D'accord. Dis quelque chose. Quel est votre... comment dire? Quel est votre but dans la vie? Pourquoi voulez-vous savoir ça? Waouh. Je suis Zoltan, l'archiprêtre du dieu exilé. Je m'intéresse au sujet qui s'amène au château. Ah, c'est Zoltan. C'est Zoltan avec le masque. Alors, je vais pas lui montrer ma main. Heureusement que j'ai pas répondu du coup. Est-ce que vous avez un but, un noble dans la vie? Comme toujours, oui. Quelle est peut-être. votre valeur première? Oh, pourquoi vous répondrais-je? Parce que je suis l'archiprêtre et vous pouvez vous confier à moi. Je vous parle d'un humain à un autre humain. Oui, Je ne suis pas oui, du tout en train de vous interroger. Et quelle que exactement. soit votre réponse, je ne vous jugerai pas. Exactement. Alors là, Non. je sors ma dague et je lui montre le symbole qu'il y a dessus. Et Oui. je dis, ceci est mon but. D'accord. Il te regarde mystérieusement et il dit est-ce que vous êtes décidé à faire le bien dans le monde? Oui. Très bien. Alors, il prend une pièce d'or Ouais. et il te la donne. Je peux la toucher. Hein. Et il s'en va. La pièce viendrait d'Amazia, et cette rencontre mystérieuse prendra sens un peu plus tard. Zoltan, en tant qu'archiprêtre du dieu exilé, donc l'ancien roi des dieux, Basileus, fait partie du gouvernement du roi Blaise. Et au final, oui, ils vont pas voir le roi Blaise, mais ils voient quand même son numéro 2 ou son numéro 3. Il est très, très haut placé, donc au même titre qu'Alpha Pizza, l'archimage de l'Académie de magie, et dans une moindre mesure, Astrid, la maîtresse de la guilde des marchands. Et comme entendu dans l'extrait, Zoltan porte un masque blanc. Alors c'est peut-être, même certainement un masque noc qui dissimule son visage. Dans le livre, on apprend qu'il prétexte avoir été gravement brûlé, pour ça qu'il porterait ce masque, pour se protéger. Et bien sûr, on a été nombreux à noter que ce masque est le même logo que celui de Fibre Tigre. Donc la première rencontre avec Zoltan, elle est assez marquante. Et puis j'avais complètement oublié qu'Atlan, il montre sa dague à Zoltan. Et quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment fait un énorme de surprise. Enfin, je me souvenais pas du tout. J'étais comme devant un film d'action et j'ai fait vraiment parce que c'est quand même dingue. Il y a des gens, un groupuscule entier qui a consacré sa vie à protéger l'identité d'Atlan. Et bim, le mec il montre son identité à Zoltan, quoi. Avec le recul, elle est vraiment folle cette scène. Ah ouais, parce que sur la dague, il y a l'écusson de la famille d'Atlan. Des protecteurs, quoi. Ouais. Des Donc, protecteurs. ils se dévoilent. Voilà, il se dévoile. On voit bien que déjà c'est les couleurs de Varna, le vert c'est pas le vert, c'est le cercle bleu sur fond jaune, barré d'une dague. Donc, d'ailleurs, Kétra plus tard utilisera une expression, mais pourquoi tu te dévoiles? On verra qu'il va peut-être le faire très souvent, ça, ce move Atlan. Je profite pour souligner encore une fois la super performance de Fibre Tigre qui est vraiment, il est incroyable quand il joue ses persos. Il est là, il pose. Je veux dire, je trouve qu'il a l'air tellement menaçant, l'air de rien, quoi. Genre, il pose des questions et tout. Quand quelqu'un vient de poser des questions comme ça et les enchaîne et genre, toi, t'es là, on se connaît. C'est juste méga louche, quoi. Enfin... T'es qui, toi? Mais tu vois, en fait,
l'âme Niklas, dans sa tête se disait: «J'ai été marqué par le dieu ennemi, Mmh mh. donc en fait, je suis wanted par, les agents du dieu exilé parce C'est que je vais clair. être» voilà et c'est comme tu dis, mais c'est tellement bien joué de la part de Fibre parce qu'il met plein de vraies et de fausses pistes, en même temps. Donc, je vais vers le quartier des ombres, à la pension des merveilles, où le destin d'Atlan l'attend. Un Présent, pauvre panneau de bois où on a tracé un soleil avec un visage montre l'entrée du quartier des ombres, un symbole qui te rappelle quelque chose. Un enchevêtrement sans fin de petites cabanes de bois. Le sol est en terre et en boue, et les gens détournent le regard quand vous passez. D'ailleurs, j'avais jamais fait attention, mais pourquoi il y a le symbole de l'Osmanli à l'entrée du quartier? T'as une idée, maître Lika? Ouais, bah, je pense que tout comme le ghetto d'Aqaba qui regroupe artificiellement la communauté, de la Côte Dorée, bah, les ombres sont le refuge et le repère bon gré mal gré des Osmaniens qui ont une très, très mauvaise réputation, hein. De toute façon, c'est la guerre, totale et perpétuelle avec l'Osmanli. Et du coup, les Haussmanniens ne peuvent pas espérer beaucoup mieux en termes de carrière professionnelle et de statut social. Et au final, bah, ils se sont accaparés, ce quartier des ombres et ils le montrent bien, en mettant ce panneau. Ouais. Mais moi, ça m'a fait bizarre parce qu'à ce moment-là de la campagne, en fait, tu vraiment l'impression que, genre, tu vois, l'Osmanli, c'est tout ce que t'en sais, c'est que c'est derrière un mur et que c'est des sauvages. Donc, je savais pas pourquoi ils avaient un quartier dans Aria, même si c'était le plus mal famé, quoi. Ouais, je pense que c'est pour rajouter une couche, sur, l'aspect sombre, bah, du sombre pays avant de le découvrir, dans toute sa splendeur, bien plus tard. En tout cas, ils rencontrent la mère Maquerelle, Madame Alatristeil, j'espère que je le prononce bien, tenancière de la pension des merveilles, un taudis, et ils s'enquièrent du majordome Zlatsko. J'aime trop d'ailleurs comment il le dit. Et ça ressemble à quoi? Fibre dit. C'est un taudis. Voilà. Ouais, d'ailleurs, on va retrouver cette sordide maison de passe, pendant le one shot, spécial Halloween, Enquête et épouvante à Arial et les enfants disparus. Ce sera toujours, le même taudis. En tout cas, elle est assez brutale et elle leur annonce que Zlatsko est mort, mais qu'il a laissé quelque chose, une dette, mais aussi un livre destiné à Atlan. Atlan règle la dette et reçoit son héritage, le Codex Naturalia, à la couverture très épaisse. Ce codex deviendra assez rapidement le Codex Botanica dans la bouche, des PJ. Il va subir, comme beaucoup de lore et de PNJ, des reboots, refontes, remakes de la part de nos joueurs. Je suis sûre de bonne aventure qu'il contient sûrement la recette des confitures Bonne Maman. Toi aussi, tu fais des jeux de mots et des proverbes, maître Likao. J'essaye. Ouais, ce passage, il est vraiment hyper drôle parce que t'as le proverbe d'Atlan, personne canée dette effacée, qui est très judicieux. Puis t'as les yeux de Niklas qui s'illuminent quand elle propose un prix sur ses femmes. Et puis évidemment, t'as la bonhomie de cette mère Maquerelle qui est vraiment, ça fait partie de ces personnages comme Jotun ou comme Bonne Maman, justement. Bonne fortune qu'on adore, quoi. Tu vois, depuis le début, on parle des proverbes d'Atlan. Et c'est marrant parce que j'avais jamais fait gaffe, j'y fais gaffe là maintenant qu'on les note. Parce que pour moi, les proverbes, c'était, tu vois, arrivé à Kaba, Ah ouais. il avait pris le pli de dire des proverbes tout le temps. D'accord. Mais en fait, c'est non, depuis l'épisode 1. Mais il en balance depuis l'épisode 1, comme s'il avait, clair. je sais pas, comme s'il avait préparé son affaire. Je sais pas du Ouais. tout s'il a une liste de proverbes avec lui ou si c'est que du talent, quoi. Moi, je veux le recueil, des proverbes d'Atlan, dans le prochain Ulule. Ça se vendrait sûrement mieux que le livre de blagues de Marc. Pardon. Allez. Excusez-moi. Ça coupe Le montage. sel. Ça trash un autre actual play, c'est moche, C'est petit. Madame C'est petit. Anna June, c'est moche. On fera pas de hors-série sur Roll and Play, du coup. Alors, Ah la vache! J'adore Vas-y, la rajoute-en. play, moi. Mais moi aussi. Il y en a que je préfère que d'autres, c'est juste ça. Voilà. en tout cas, à l'intérieur, il y a un mot de Zlatsko. Ce nom
Donc Atlan, Ouais. D'accord. Atlan, j'espère que tu sauras lire au-delà des pages de ce livre. Atlan comprend tout de suite et découpe la couverture épaisse du livre et découvre 2 lettres, dont une marquée de la phrase « Ne pas ouvrir ». Ils lisent donc l'autre. Holy shit. Sainte merde. Voilà. Alors, je te la lis. Ouais. Tu nous la lis ou Je Vas-y, vous- tu je vous peux, la lis. tu peux la lire. Cher Atlan, je suis content que tu aies pu retrouver ma trace et que tu aies appris à lire. C'est une compétence qui, avec les nombreuses autres que tu as, t'aidera beaucoup. Ton vrai nom, Atlan, n'est pas Greten de Quirk. Tu as Et tu es le dernier d'une lignée tout à fait spéciale qui porte de grandes responsabilités, Harry. Je ne peux pas te révéler ni ton nom, ni ton histoire, ni ton destin, car le simple fait de savoir ces informations te mettrait en danger, et il faut repousser ce moment le plus tard possible. Je ne suis pas le seul serviteur de ta famille. Un capitaine nommé Ibolia commande un navire nommé la Beauté Circassienne. un navire, tu veux dire... Un navire. C'est-à-dire que tu aurais Un navire qui brûle par là. Qui transite entre Aria et Akaba. Merde. Non, je pense pas que c'est lui qu'on est. Non, C'est le bateau que t'as brûlé. on ira Non, non, se non. renseigner. Dis-lui que je t'envoie et demande-lui de te mener au manoir familial. Une fois sur place, lis l'autre lettre, mais pas avant. Bonne chance et ne m'oublie pas quand l'honneur de ta famille sera Alors, restauré. le navire... J'ai un petit peu rigolé parce qu'en vrai, quand enfin, des fois j'ai des problèmes, genre je connecte pas mes neurones et genre j'écoute à moitié ce qui se passe et je suis genre alors attends, il s'appelle comment? C'est quoi son nom? C'est genre Harry? Et genre en fait c'était juste une blague. Bref. C'est marrant comment ils sont Ah, respectueux. c'est si de- drôle, c'est là non. Je m'y attendais pas. C'est quoi son nom? C'est Harry. Et ouais. Oh, c'est Parce parfait. qu'il vient de dire qu'il s'appelait, mais je croyais que Le premier degré. Mais il s'appelle Harry depuis tout ce temps. Que... ah ouais, ça aussi, ça m'a tué, genre. Enfin, bref. Ce que je voulais dire, c'est que c'est cool, ils sont vachement respectueux de certaines consignes, genre c'est écrit de pas ouvrir, genre ils le font pas du tout, quoi, ils y pensent même pas. Et j'avoue que j'aurais du mal à tenter. Oula, c'est mal sorti. J'aurais eu du mal à résister à la tentation. Ouais, bah alors là aussi, t'as le nez creux, c'est la long, parce qu'ils vont l'ouvrir, en tout cas, Derive va ouvrir la lettre en interpartie. On va le voir Mais la prochaine alors, fois. désolée, mais ça, c'est pas juste en vrai, non? Enfin, je veux dire, ils ont accès aux trucs comme ça, genre à leurs accessoires et tout, à leurs fiches entre les parties? Bah, en fait, je crois qu'ils les laissent sur place, d'après ce que j'avais compris. Mais on va voir qu'effectivement, ils vont ouvrir la lettre. Et je pense alors, voilà, ça c'est les coulisses de Game of Thrones, hein. Si un jour Fibre, Daz et Monsieur Derive pourraient répondre à cette question-là. Mais je vois très bien, Daz dire à Derive: «Qu'est-ce qu'on fait? Tu l'ouvrirais pas?» Et Monsieur Derive dire: «Ah bah Carrément. allez, on va l'ouvrir». C'est clair. Bon, je crois que j'aurais fait pareil. J'aurais fait bonne figure à l'antenne. Et puis dès que c'était fini, j'aurais été voir. De toute façon, en plus, il a fait «Oups, je croyais qu'il fallait l'ouvrir, hein», après donc Alors, de manière générale, c'est un moment hyper drôle. Enfin, le ton utilisé par Daz et tout, c'est vraiment très très drôle. Le fameux que... qui me fait mourir de rire à chaque fois. Mais au-delà de ça, en vrai, scénaristiquement, je sais pas si on peut dire ça, mais d'un point de vue de l'histoire, c'est un moment que je trouve très touchant. Parce que j'adore l'arc d'Atlan, comme vous allez finir par le comprendre. Et le trope de l'orphelin qui cherche ses origines, ça fonctionne à balle sur moi. Toutes ces histoires, ça me touche. Et à ce niveau de l'histoire, le champ des possibles il est énorme. Il peut être tout et n'importe quoi, notre Atlan, à ce moment-là. Il peut être aussi bien un vendeur de tapis de luxe que la réincarnation d'un dieu. Et je trouve ça, évidemment, en tant que spectatrice, hyper excitant, quoi. Et d'ailleurs, le côté jeu de piste de sa quête d'identité qui l'emmène à un point A, puis un point B, puis à une lettre, puis enfin, vous avez compris l'idée, c'est à la fois un peu frustrant, mais c'est un peu palpitant, quoi. On a l'impression d'être dans Indiana Jones ici. Voilà, j'adore. Oh my god. Je vais enregistrer là vite. Et je veux me le repasser plus tard. En tout cas, il part directement au dock pour trouver la fameuse Ibolia. Et il la trouve à l'Anguille d'Argent, la taverne qu'on avait déjà vue de César Costa.
Ah ouais, l'anguille d'argent, c'est un clin d'œil à la célèbre auberge de Lankhmar, du cycle des épées de Fritz Lebert. C'est une des œuvres de science fantasy que Fibre apprécie. C'est un cycle que je vous conseille, hein, vraiment. J'ai tout lu, c'est vraiment très très cool à lire. C'est de la dark fantasy, mais avec beaucoup beaucoup d'humour. Et cet univers, bah, en fait, on va voir que Arya s'en inspire, en partie et c'est un univers qui a été décliné en un excellent JDR. Malheureusement, pour l'instant, il est uniquement disponible en anglais. Donc il trinque avec Ibolia et Atlan se présente. La capitaine se met directement à son service. Pour l'emmener à son manoir, elle leur propose de l'accompagner dans son voyage commercial, où ils passeront par plusieurs étapes, dont Alta Bianca, où se trouve sa maison d'enfant. Mais du coup, alors, de nouveau, d'un point de vue de trope scénaristique, désolée, hein, mais je suis au top de ma vie. Les retrouvailles entre Ibolia et Atlan, enfin, c'est vraiment trop cool. Il y a ce petit côté chevalier qui attendait le retour de son souverain. Enfin bon, bref, je pars en couille. Mais on check pas mal de choses sur la to-do list d'Atlan pendant cet épisode et c'est vraiment stylé. Enfin, je trouve que ça ne manque pas de panache. Voilà. Pas sûr, mais je crois que t'aimes bien la quête d'Atlan. Comment t'as deviné? Ibolia se met directement au service de son seigneur, mais elle est quand même maligne. Elle engage la compagnie en tant qu'équipage, en échange d'un pourcentage pour Atlan sur ses ventes. Ils se donnent rendez-vous le lendemain matin pour appareiller. Malheureusement, sur la route du nuage enchanteur, ils tombent sur un guet-apens, enfin, on s'en fiche, mené par Tarsil, entouré de plusieurs gardes. J'ai de graves nouvelles. On m'a dit que vous étiez des espions d'Aqaba. Quoi? Attends, On m'a dit que on m'a dit que vous résidiez dans le ghetto d'Aqaba, ce qui était déjà suspect. On m'a dit, j'ai des sources sûres que vous vouliez partir vers Aqaba. Et on m'a dit aussi que vous transportiez sur vous des pièces d'or d'Aqaba parce que le sultan lui-même vous paye pour ça. Et vous avez même des documents en langue d'Aqaba. Atlan essaie de se débarrasser de la pièce que Clodomir avait confondue avec une monnaie amazienne. Parce que du coup, ça vient d'Aqaba. Mais bizarrement, il s'en mêle les pinceaux, il la lève et la montre à tout le monde. Bon, Dérive nous a refait un bon 90. Ouais, c'est retour de karma aux conséquences directes de l'imprudence d'Atlan, hein, qui vient de se dévoiler. En tout cas, c'est un moyen subtil de la part du MJ de faire déguerpir Fissa des aventuriers qui voudraient s'éterniser dans une cité où le mage et le noble sont wanted et où la guerrière Ketra est censée partir en mission urgente à Irem. Et je trouve ça marrant que, à part Atlan, en fait, ils sont tous vraiment persuadés que la pièce, elle vient d'Amazia. Et de manière générale, j'aime bien ça quand les PJ percutent pas que l'info qu'ils ont reçue est liée à un mauvais jet. C'est le cas ici avec la pièce, et ça arrive pas souvent parce qu'en général, tu fais un 92 et tu sais que l'information que tu as obtenue, c'est du bullshit. En général, si t'es attentif. Et tu vas jouer l'incrédulité. Mais quand ça arrive, qu'ils percutent pas, bon, j'adore cette sensation en tant que MJ ou spectatrice, de les voir se faire avoir devant toi et t'es là, moi. C'est très dur en tant que joueur de faire 92 et de te dire quand même que ce qu'on te dit est vrai. Ah ouais, mais ouais. Quand il arrive, ça fait des bons moments. C'est clair. C'est clair. En tout cas, les preuves s'accumulent et ils ne savent pas vraiment comment s'en sortir et ils risquent la pendaison. Leurs accusations contre l'archiprêtre Zoltan ne font qu'aggraver leur cas et les gardes s'avancent pour les jeter dans le fleuve. Atlan fait une dernière tentative pour sauver sa vie. Tarsil hésite et il remet la sentence à plus tard. Il demande à Atlan de le suivre au château, mais Clodomir intervient. Clodo, on compte sur toi. Concentration. Chaque carte que tu vas tirer, on va devoir les utiliser. Donc par exemple, si tu tires un pic, tu vas convoquer les esprits des morts. 9 de carreau. C'est la matière. C'est la matière. Tu manipules la matière. Alors que fais-tu avec ce pouvoir magique? Eh bien, j'attrape les vêtements de l'ensemble des gens. Oui. Je les jette dans l'eau.
Ah bah. Les 4 gardes et Tarsil. Ouais, rien à foutre. C'est vrai? On est hors la loi maintenant. Non, mais de toute façon, on se barre. Tu les soulèves Mais et. non. Alors eux, ils Si, remarque, hurlent. c'est vrai, on s'en va quoi. Ils s'envolent un petit peu, hop, ils sa passent par signature, ils le plongent, mec, ils plongent tous dans l'eau. Alors, ils tombent, ceux qui ont les gardes qui ont les armures tombent à pic dans l'eau. Voilà. Ils meurent, noyés. Voilà. C'est ça qu'on Et veut. Tarsil, il surnage, il dit allez, tu le vois, il est emporté par le parcours. Voilà. Ok. Il vous rappelle un peu Shikitsune. Moi, j'aime bien dans ces extraits parce que quand on écoute, Ketra, elle fait souvent sa prude. Mais alors, qu'est-ce qu'elle rigole quand les gens tuent tout le monde C'est quand même. clair. C'est clair. Ouais. Quand t'entends ces petits commentaires, ouais, de toute façon, on s'en fout, on s'en va. Ah, ils coulent tous à pic. Mais moi, je suis d'accord, et vous n'étiez pas d'accord avec moi dans l'épisode 3, je crois, quand je disais que je trouve que quand on met Keitra et Clodomir face à Fripouille là, pour le combat du karma, c'est que Clodomir, il passe pour un gros salaud, et Keitra pour la gentille gladiatrice qui a sauvé l'orphelin. Mais en vrai... c'est Evie la dévile, quoi. Donc, et Evie n'est jamais bien loin. Mais Ketra, C'est elle fait vrai. ses coups en douce, elle manipule ses copains pour qu'ils fassent des trucs et qu'elle elle garde les mains propres. Ou pas. Ah ouais. Du coup, c'est la débandade. Il s'enfuit vers les docks et se cache sur la beauté circassienne. Le lendemain, à la première heure, ils lèvent l'ancre. Ils apprennent que tout ce qui est jeté dans le fleuve finit sur l'île des abandonnés, au large d'Aria. Qui pourrait bien les y attendre? Winks Winks. On se demande, dis donc. Ibolia leur explique le déroulé du voyage, et vu qu'ils sont désormais son seul équipage, leur prodigue un petit cours de navigation qu'on va vous épargner. Mais sachez juste que les joueurs devront utiliser les vrais termes marins pour manœuvrer le bateau sans possibilité de prendre des notes. Personnellement, j'étais perdu au bout de 10 secondes. Mais je sais pas si je jouais à ce moment-là quand on a fait Aria avec la table virtuelle et toi en MJ. Ah ouais, j'étais pas là? Non, pas encore. Ah ouais, bon bah mais Je c'est l'aurais pas fait. oui voilà, c'est ce que j'allais dire et en vrai si j'avais si j'avais été là, j'aurais été reconnaissante de pas faire tout ça. Et après leur perf est vraiment ils sont super forts quoi, c'est admirable. Il y a un mini-jeu de remplacement dans le JDR papier qui est très sympa, notamment il faut deviner, les drapeaux des différents pays, en fonction des indices qu'on a déjà, hein. Par exemple, l'Osmanie, ben là, on peut répondre, c'est le soleil, avec le grand sourire. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié voir, écouter ce mini-jeu. J'ai trouvé que c'était très frais, relativement faisable, si, comme, la table de la compagnie Créance, on a la bonne idée de se répartir les tâches, chacune en équipe. Je trouve que ça soude bien un groupe, et puis c'est peut être très fun IRL. Je pense qu'on peut se prendre, bonne barre de rire, et il faut dire aussi que c'était à l'époque la pleine hype de Sea of Thieves qui venait de sortir en mars 2018. Ouais. Mais peut-être IRL, comme tu dis. Parce que moi, je trouve que là, ça marche pas. Et puis, Ça ils marche vont pas. vite l'abandonner de toute façon. Non, c'était pénible. Bah, oui, effectivement, ça marche sur une table. Je pense qu'en table virtuelle, ça peut être vite fastidieux. D'ailleurs, le mini-jeu du livre, je trouve qu'il est plutôt bien fait. Moi, personnellement, je Ouais. le fais un peu à ma sauce et ça donne des moments sympas. Mais même vraiment la partie, ce qu'ils font dans l'actuel play, en vrai, ça marche, quoi. Parce que y a personne qui t'écoute et les autres, ils apprennent. Et bon, alors tu peux répéter. Et alors, ils se répartissent et tout. Mais quand t'écoutes ça, toi, en tant qu'auditeur, tu vas pas faire l'effort de retenir, parce qu'on te demande pas cet exercice. Du coup, on te balance juste des mots. Et puis à un moment, Zimbroti va dire alors, par rapport au vent, quelle direction on prend? Et là, ils vont être là. Oui, donc on a un vent de sud-est et nanana, et la houle du machin. Et toi, t'es là, ouais, bon, ben, ok, cool, hein, mais... Ah bah, il y en a qui avaient suivi, hein, sur le chat, des personnes qui font un petit peu de la voile ou qui ont de la famille, dans... Je pensais que t'allais dire des personnes qui font un peu de leur nez. De quoi? Mais non, de la voile.
Quoi, ça se dit pas en France? Ah non, Non. ça, Faire de je la son connais nez. pas, celle-là. Je Vous la connaissez connais pas faire de son nez? C'est se la péter. Ah d'accord, oui. Avec les petits mocassins avec, les petits pompons. Non, non, mais après, je suis d'accord avec vous, hein, c'est un peu comme, la taxe pont, Fibre l'a supprimée parce que c'est pas fun. Ouais, c'est sûr. Pourtant, c'est logique, mais si à chaque pont, il avait dû jouer en partie, oui, c'est un denier, ça aurait été infernal. Du coup, ils partent plein ouest vers leur première étape. Clodomir repère un archipel où ils pourraient passer la nuit, ce qui leur permet de tester leurs nouvelles compétences. Ah, il me semble que ces îlots s'appellent l'archipel du Couchant. En tout cas, il faut pas les confondre avec les îles Dorées qui regroupent, l'archipel d'Esperanza, l'île des pirates. Ils s'y arrêtent donc dans l'espoir de récolter quelques fruits et de chasser des échassiers blancs appelés des malaris. Un nom pour l'instant anodin qui prendra son importance plus tard. Ils prennent un bon repas. Niklas identifie les fruits comme étant de l'ugli ambré. Je crois qu'on en avait déjà parlé, c'est un fruit endémique de la lointaine Osmanli, plutôt rare, et assez coûteux, en tout cas à ce stade de l'aventure, qui redonne un petit peu de vitalité en termes de gameplay, c'est 1 point de vie et qui permet aussi de passer une nuit blanche sans avoir de malus pour le joueur. On se demande ce que ça donnerait en potion si l'équipe avait eu un alchimiste. Non loin du camp, ils découvrent aussi les ruines d'un ancien temple, ainsi que la statue effondrée d'un homme à tête de requin-marteau, un dieu de la mer de l'ancienne Osmanli, selon Clodomir. Ils prennent le temps de la redresser et même de lui construire un petit hôtel. Alors j'ai imaginé le truc, genre les statues grecques, mais avec le design des dieux égyptiens, et je me suis dit putain, comment c'est trop badass quoi. Bah oui, karma positif pour nos aventuriers qui viennent de se mettre le fameux Dagan, peut-être pas dans la poche, mais au moins pas à dos. Et on va retrouver ce dieu aussi terrible que charismatique, cette fois-ci en chair et en os, dans la campagne du Tribunal des Dragons. J'aime beaucoup une remarque de Kétra, parce que c'est Atlan qui met un point d'honneur à reconstruire la statue. Elle dit « Mais je te trouve bien mystique, tiens, depuis que t'es devenu le prêtre du pain. » C'est vrai, moi aussi je l'ai entendu, enfin je l'ai noté dans ma tête, c'est incroyable cette réplique. Ouais. Leur travail terminé, ils entendent des cris provenant du bateau où Ibolia les attendait. Et en fait, il y a plusieurs grosses tentacules qui sont sorties des eaux et qui attaquent leur bateau. Ibolia se débat comme elle peut, mais elle est en grand danger. Ils accourent à la rescousse et Kétra sectionne 3 tentacules en un seul coup pour sauver la capitaine. Celle-ci est sérieusement blessée. Au moins plusieurs côtes cassées. Excusez-moi, je rigole en avance de l'extrait qui va arriver. Clodomir cherche des bouteilles, mais catastrophe. Est-ce qu'il y avait une bouteille à bord du bateau? De vin, Ouais, de rhum, ouais, de fouille, gingembre. Allez, quelque peut-être qu'elle est cachée, quelqu'un qui réussit un jet de perception va trouver une bouteille de rhum. Allez. Il y a des bouteilles, on est sur un bateau. Ah ouais. Alors, 100, Mais non, pas 100. Non, c'est zéro. 100. 0-0, c'est 100. 0-0. Ça, c'est la catastrophe absolue. C'est-à-dire que Clodomir, il trouve une bouteille de rhum, il dit « Je l'ai trouvée, regardez, c'est trop bien et tout ». Il danse Oh et là il là lâche là la là. bouteille par terre. La bouteille roule et on ne sait pas pourquoi, le rhum prend feu et tout le monde est enflammé. Vous êtes tous enflammés Mais et non, Ibolia c'est aussi. pas Et si, tout le pont est enflammé, c'est la catastrophe. On va faire une petite parenthèse stat, si vous le voulez bien, parce que bon, on assiste quand même à un moment mythique, puisque c'est Clodomir qui nous offre le tout premier sang de Game of Thrones. Et quand on y pense, il était presque destiné à nous offrir plus tard ce qui sera élu la scène préférée de la commu. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais c'est bel et bien lui, le maître du double zéro. Ce qui est comique, c'est que c'est aussi Clodomir qui nous fait le meilleur jet de la soirée, avec un joli 0,5. Et au bout de 5 épisodes maintenant, j'ai pu remarquer que c'est presque toujours, il n'y a eu qu'un seul épisode où ça n'a pas été le cas, c'est presque toujours la même personne qui réalise le pire et le meilleur jet de la soirée. Donc quelque part, son 0,5 ici lui coûte cher, parce qu'il a bien failli immoler tout le monde, mais au fond, ça lui ressemble bien. Et comme quoi, on est d'accord, hein, c'est l'homme du double zéro, mais aussi l'homme du feu. Et comme quoi, je vais être un peu poétique, mais le karma cosmique
qui est l'équilibre statistique et tout de même une bien jolie chose à observer. Voilà, c'est tout pour moi. C'est beau. C'est incroyable ce que tu dis. Moi, ce qui me fait rire dans cet extrait aussi, c'est le tout petit moment où ils ont l'impression que c'est un, Oui, c'est un zéro. Et que Oui, c'est c'est la meilleure un réussite de critique leur vie. positif. Ouais, c'est ça. Tu vois Non, qu'ils- c'est un ouais. sang. Mais c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, waouh, ils ont des G00, comment c'est possible? Nous, on n'en a pas et tout. Il y a eu beaucoup de commentaires hein, sur la vidéo YouTube, pas celle qui est actuellement sur Qualité, mais à l'époque, quand elle était encore sur les replays de la JVTV, où il y avait plein de gens qui comprenaient pas cette histoire de double zéro, qui pensaient qu'effectivement Ah ouais? c'était la meilleure réussite et que un 100 et un double bah non, zéro, c'est pas ouais. la même chose. Et je voudrais aussi dire que je trouve que ce sang est magnifiquement interprété. Parce que plus tard, il y aura des débats sur le fait que les sangs de fibres sont pas toujours très punitifs. Mais là, c'est formidable, quoi. Le mec, il fait de la perception, donc il regarde, il met le feu à tout le monde. C'est vraiment, c'est l'expression de la pire situation possible. Ouais, d'ailleurs, Daz en parlera plus tard de la fameuse bouteille de phosphore, parce que effectivement, un sang, il faut le sanctionner entre guillemets, mais ça n'a aucun sens ce qui se passe. Ça n'a à aucun ce sens. moment-là. C'est le feu grégeois alors que le mec il observe. Mais moi j'adore, j'apprécie ce côté drama du sang et je trouve que ça devrait le rester quoi. Bah, il y a le karma aussi. Parce que Daz, Clodomir, toute la compagnie, ils se traînent quand même un sacré karma derrière eux. Et c'est le prix du sang, comme le chante Tom Gemma. C'est vrai. C'est bien cette chanson. Excellente. Le magicien se rachète en utilisant son roi de carreau pour éteindre tout le monde. Il perd aussi un roi de carreau dans l'histoire quand même. Juste pour les éteindre. Et Ibolia est à moitié morte. Le navire est endommagé et il se retrouve seul aux commandes. Devant cette situation désespérée, la première des priorités, c'est bien sûr de renommer le bateau qui passe de fait sous leur contrôle. Ils sont donc maintenant aux commandes du Malari Ardent. Ils partent ensuite vers l'ouest en mettant à profit leur nouveau savoir marin et repèrent un petit port au loin où ils finissent par s'amarrer sans encombre. Les voilà arrivés à Naporia. Ils payent la taxe portuaire avec l'argent d'Ibolia et débarquent. Bienvenue à Naporia. À Naporia. Ah, c'est Un vrai, petit- ouais, ce créneau. Voilà. Ah, joli. C'est bon. Naporia, Ouais, petite ville côtière nichée au fond d'une baie. De nombreuses maisons au toit de tuiles rouges font sécher sur leurs terrasses d'innombrables filets. Un grand temple est sur un côté de la baie, faisant face à une large plage où l'on tire les barques de pêcheurs. Donc qu'est-ce qu'il y a à Naporia? Une plage de pêcheurs, un port, de nombreuses maisons très agréables. La deuxième quête d'une vie se rappelle à eux. Mais je sais plus pourquoi j'ai écrit ça, donc si quelqu'un peut me rappeler, c'est bien. Mais c'est déjà la fin de l'épisode. Je pense que oui, le bourgmestre arrive pour réenclencher la quête du fort de l'étoile, petite boule, Ah oui. et on verra, spoiler, le personnage secondaire. D'accord. Mais en tout cas, c'est la fin de l'épisode. Alors, vous Ouais. allez voir Icar le bourgmestre. Et il dit: Ah, oh, est-ce que vous êtes les envoyés du général Cassandre? Oui. Quoi? Attends, Oui. mais comment il sait ça, lui? Alors, on a un problème, c'est que. Attends, j'arrive. Je suis content parce que j'avais laissé cet avis au bureau des doléances et personne n'était venu. Mais je vois que vous n'avez pas eu du tout l'air de marchand, donc plutôt d'aventurier. Un peu les deux. On a un tout petit problème. Et je pense qu'on va pouvoir faire affaire ensemble. Mais ça, on le fera une prochaine fois parce que c'est la fin de notre séance. Non, déjà Et c'est donc la fin de ce 5e épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Non? Ouais, Je suis comme toi, Erkeb, j'ai pas d'avis. Eh ben, on va donc passer au point lore. Et selon mes notes sérieuses, vous aviez, regardez, l'un d'entre eux, hop, c'était lui. Ah non, il est mort, pardon, excusez-moi. Il est mort. Alors, le point lore aujourd'hui sera sur Atlangretten de Quirk et l'Ordre des Protecteurs. Donc, comme le présente si bien la célèbre barde Alba, Atlangretten de Quirk est un aventurier au passé mystérieux.
Et oui, Atlan apprend dans cet épisode qu'il fait partie d'une famille ancienne et secrète, ayant un grand pouvoir et donc, comme dirait l'oncle Ben, de grandes responsabilités. Son véritable nom n'est pas Harry, mais il le découvrira bientôt, Santa Sofia, celui de la guerrière du secret. C'était une Haussmannienne choisie pour son abnégation, son érudition et sa loyauté par Basileus, le roi des dieux lui-même. Sentant le chaos du dieu ennemi submerger de plus en plus les royaumes, comme il créa et donna les atours de la sagesse à Primus, le premier roi des rois, Basileus, le roi des dieux, bénit Santa Sofia sur l'île d'Imrali Adazil. Je fais une petite parenthèse, ça m'a fait beaucoup rigoler, comme beaucoup le nom d'Imrali Adazil, renommé l'île dont on ne peut pas prononcer le nom par Heisenberg, l'alchimiste, donc de ta campagne Arkhep, la compagnie des rouages. Et voilà, ce nom, ça a été impossible pour toute la compagnie Créance pendant toute la campagne. Voilà, c'est assez drôle. Cette île, quand on arrive à s'en souvenir et à écrire son nom, elle se situe en Osmanie, au cœur de la mer Marmoréenne, au cœur de ces courants extrêmement meurtriers, infestés de monstres, et que seuls les Ulaci, donc les hommes issus de la clarté de Tasmanie, sont capables de maîtriser. Sur cette île se trouverait, dit-on, la chapelle de l'ordre des protecteurs, dont l'un des vitraux serait orné du véritable visage de l'ennemi, le dieu qui marche parmi les hommes, dieu du chaos. Et cette île, en fait, elle est inspirée des dires de Fibre, il en a parlé dans ses streams, du célèbre tableau L'île des morts d'Arnold Bokin. Peut-être on mettra une petite illustration libre de droit sur YouTube. Ce faisant, le dieu, donc le roi des dieux, donna au sang de la guerrière du secret, Santa Sofia, j'espère que tout le monde suit, et de tous ses descendants, le pouvoir de détruire les Tulpas. Les Tulpas, ce sont des démons quasi invincibles, créés lors de massacres par et pour le chaos. Elle fut chargée aussi de débusquer et d'éliminer les 2 serviteurs immortels de l'ennemi. Et pour le moment, on sait, c'est plus vraiment un spoiler, que les 2 serviteurs immortels sont Xa, la sorcière du Coest, et Bonaventure, l'assassin. La guerrière du secret, donc, elle prit son devoir très à cœur, bien qu'elle soit symbolisée par la reine de trèfle dans les tarots haussmanniens. Et elle inaugura une lignée de nobles érudits et vertueux à Varna, dans un manoir près de la place de la Salamandre. Alors, les tarots haussmanniens disent qu'elle serait parmi les créateurs de la ville de Varna, mais bon, tout ça est un peu flou parce que Varna est une cité très très ancienne qui existe même avant la clarté de Tansani, donc ça paraît pas très très raccord. Mais bon, les légendes. Après l'exil du roi des dieux, le pouvoir du dieu ennemi se renforça et de chasseurs, les protecteurs devinrent chassés. Suite à de fausses rumeurs, donc il y a pas très longtemps par rapport au début de la campagne, donc suite à de fausses rumeurs ou voulant cacher leur descendance vulnérable, les parents d'Atlan, Nicolo et Zacharia, quittèrent Varna pour d'abord le Rideau, puis enfin l'île d'Alta Bianca. Malheureusement, là-bas, un incendie ourdi par les serviteurs de l'ennemi ravagea le manoir familial, mais heureusement, Zaslo, dont le nom est impossible à dire aussi, le dévoué majordome des Santa Sofia, fuit en barque avec le très jeune Atlan, pendant que ses parents se sacrifiaient pour sa survie. Il conduisit l'enfant à Aria et l'éleva, certainement au-dessus de ses moyens, comme son fils, sous le nom de Greten de Quirk, sans lui cacher qu'il n'était que son mentor, mais sans rien lui révéler véritablement sur son passé, son ascendance et sur son destin et son avenir. À mon avis, c'était une très très mauvaise stratégie qui finit par avoir pour conséquence que l'ennemi retrouvera la trace d'Atlan. Heureusement, Zlasko réussit tout de même à permettre à Atlan de s'enfuir. Donc Atlan, on le voit depuis les premiers épisodes, mélange un peu l'incendie d'Alta Bianca et sa fuite un peu plus tard d'Aria.
Endetté, Zlaxlo vendit le manoir, peut-être aussi pour se faire oublier, et il va finir sa vie misérable, mais toujours loyal à la pension des merveilles. Illettré et élevé dans le luxe, l'ennemi ne devait pas donner cher de la peau du jeune noble. C'était sans compter sur sa filouterie, son bagout et son attrait pour une certaine forme de chaos aussi. Après tout, ne dit-on pas qu'il faut vaincre le mal par le mal? Et on dirait vraiment que ce dicton a été créé pour Atlan. On a déjà vu sa capacité à escroquer, entourlouper, voler, arnaquer, son inconséquence vis-à-vis des sentiments de Maria, et on verra que son attrait pour le chaos ne va pas aller en s'arrangeant. Mais d'un autre côté, Atlan, il reste fidèle à ses amis envers et contre tout, surtout pour faire les 400 coups avec Clodomir. Il est capable de prouesses incroyables, physiques comme intellectuelles, et il va servir sans coup férir la déesse du pain Joyper, dont gourmandise, j'en suis persuadée, est l'un des avatars Winx Winx. Ce qui est chouette avec Monsieur Dérive, c'est qu'il incarne Atlan, et il choisit de ne pas tomber dans l'archétype du joueur exalté par sa fonction d'élu. Et il est évident aussi que du fait des écarts entre les séances, parfois de plusieurs semaines, certains indices ont échappé à l'attention des PJ et d'Atlan lui-même. Cela a donné de nombreux quiproquos qui ont mis les viewers que nous sommes en PLS, mais qui ont donné des morceaux parmi les plus délicieusement drôles de l'émission. Atlan et Monsieur Dérive, c'est du beau jeu avec la grande classe, de la nonchalance, de bons mots à tout prix, beaucoup de recul et d'humour. On espère le revoir en guest, et qui sait, c'est peut-être déjà fait. Et pour finir avec Atlan, ne sert-il pas de la meilleure façon le bien, car comme le dit Alba, il n'a jamais voulu de ce destin. Son passé révolu, il fait des chocopins. Incroyable. Bien, merci Maître Likao, et on va donc passer au stade d'Anna Jones. Je fais un apaiser les cœurs. Vas-y. Apaise le cœur de Gérassi. 92. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop souffert pendant notre absence et que vous n'avez pas trop rêvé de pourcentage, de lancer de dés, de probabilité, de trinquage, de compteur de meurtre. Ne vous inquiétez pas, la compagnie fut très très en forme lors de cet épisode et j'ai pour vous en stock de jolies statistiques. De belles stats, oui, mais peu de lancers. En effet, cet épisode comptabilise le moins de lancers de la saison, avec seulement 22 jets de dés pendant cette soirée sous le signe du roleplay. Donc je fais mon petit tricks habituel. 22, c'est aussi le nombre de lettres présentes dans l'alphabet hébreu. C'est, et je trouve ça plutôt intéressant, le nombre minimum théorique de mouvements requis pour résoudre un Rubik's Cube à partir d'une position quelconque. Et puis, petit quiz pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi vous, mes chers amis français, vous dites 22 v'là les flics? Non. Pas du tout. Ben parfait. Non mais c'est parfait. Du coup, voilà, c'est un mystère pas que pour les Belges, parce que en tant que Belge, donc, moi je croyais que c'était le numéro d'appel pour la police en France, mais en fait pas du tout. Parce que déjà l'expression elle est antérieure au téléphone, à l'existence même du téléphone, donc ça ne pouvait pas être ça. Et puis ses origines sont en réalité hyper obscures. Les théories elles vont bon train, j'en ai lu tout plein. Ça va du nombre de boutons que portait sur son uniforme la police au milieu du 19e, à la taille 22 cm de la lame favorite des malfrats de l'époque. Enfin bon, mais ma petite préférée, c'est qu'il s'agirait en fait tout simplement d'un dérivé du juron « Va Dieu !» et que l'expression originelle est en réalité « Va Dieu, v'là les flics !» D'ailleurs, Aircap, si tu pouvais me le faire avec ta petite voix de vieillard, je serais au paradis. Non, c'est interdit. Faut venir voir les actuels plays. Allez, s'il te plaît. Non, je suis trop timide. D'accord. Ah, là, vraiment, tu m'enlèves un bonheur, mais bon, c'est comme ça. Hein. Tu es le patron, après tout. Et puis, comme tu n'as pas d'avis... Non, je déconne. Allez, retournons à nos moutons, car je vous avais promis de belles stats. Et il y en a,
Donc, ils nous ont quand même offert un magnifique 72% de réussite globale à leur jet de dés, ce qui est leur meilleur résultat jusqu'à présent. Et surtout, cet épisode nous offre la meilleure prestation de la saison, tout épisode confondu, car notre Niklas von Trunkel, premier du nom, a tout simplement réussi tous ses jets de dés. 100% de réussite, dont une réussite critique, avec un beau 34 de moyenne, et comme pire jet de la soirée, un 64, qui a bien failli faire exploser un laboratoire d'alchimie, mais qui a fini par ajouter un Fudingramus le Sage à son inventaire, et comme ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Et c'est pas tout, parce que même si c'est moins impressionnant parce qu'elle a fait que 2 lancers de dés, Keitra aussi a réussi 100% de ses jets pendant cet épisode. Que leur arrive-t-il? Que se passe-t-il? Heureusement qu'on a eu droit au sang de Clodomir, parce que sinon, on n'aurait plus su où se mettre. Et puis bon, même si on commence à presque s'en lasser, Atlan a de nouveau fait un 92, comme tu l'as dit, Erkep. C'est son 6e de la saison, tout simplement. Donc, à savoir que pour l'instant, il n'y a que dans l'épisode 2 qu'il n'a pas fait de 92, ce qui continue quand même à être franchement déroutant. Alors, pendant cet épisode, ils auront trinqué 3 fois, dont 2 fois à bord, jeté 2 sorts, ils n'auront pas dit du tout mon brave, et ils n'auront looté que 3 objets, mais ils auront quand même récupéré la boîte de Moussa, et pour ça je dis Alléluia. À noter que je m'étais quand même bien appliquée à comptabiliser épisode après épisode, méticuleusement les loots de chacun de nos aventuriers, à séparer qui porte quoi, à répertorier surtout le nombre d'objets lootés spécifiquement par notre gladiatrice victime du syndrome de Diogène. Et bien tout ça apparemment pour rien, vu qu'ils ont décidé de tout lui refiler. Alors maintenant, je suis un peu perdue, parce que je ne sais plus si je dois compter tout ce que Keitra vient de judicieusement réceptionner comme faisant partie de son loot. En plus, ils disent qu'ils lui donnent tout, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont en tenir compte pour la suite. Donc voilà, c'est le flou des inventaires, autant dans ma tête que dans celle de nos joueurs, apparemment. On verra comment je m'en sors pour la suite. Donc pour finir, même si l'épisode avait commencé en mode peace and love, ils auront quand même fini par balancer dans le parcours tout un contingent d'Aria. 4 soldats sont donc morts par noyade, et le sort réservé à ce bon vieux Tarsil nous est à ce moment-là inconnu. Donc, le compte total de meurtres s'élève à 27, propulsant ainsi Clodomir sur la première marche du classement avec 14 décès à son actif. On applaudit. Voilà, bravo Clodomir, et merci de m'avoir écouté. Merci à Eh bien, toi. merci à toi. Et donc maintenant, on va passer à la prédiction de Céladon. Il s'approche tout doucement, vraiment à pas feutrés. Et là, il voit quelque chose d'incroyable. Mais vous ne le saurez que la semaine prochaine. Alors, du fait, à la fin de cet épisode, ils ont donc pris le bateau pour se rendre chez Atlan. Et en fait, c'est le bateau de d'Ibolia, et elle est elle-même au service du noble. Donc, elle accepte de les conduire, mais voilà, il y a des étapes sur le trajet. Et donc, nous, on s'est un peu arrêté sur le premier arrêt à quai, qui est Naporia. Et alors, je crois que j'ai quelques souvenirs de ce passage. Donc, je crois qu'ils vont avoir l'opportunité d'acheter des caisses de poissons et peut-être d'alcool de mouette, mais je suis pas sûre. Et donc, toujours parce que là, je m'appuie un peu sur des souvenirs, s'ils font pas attention, il est fort possible qu'ils se portent acquéreurs d'une ou plusieurs caisses remplies de pierres. Et je suis pas certaine qu'ils vont gagner beaucoup d'argent à cet endroit. Sauf s'ils réussissent à vendre quelques robes, parce qu'il me semble qu'ils ont quelques robes. En tout cas, ils vont sûrement faire des rencontres extrêmement intéressantes, parce que je pense qu'il est possible qu'ils prennent des passagers en partant, bien sûr moyennant récompense, et également qu'ils croisent la route d'Amaury. Je sais plus quand est-ce qu'il apparaît, mais je pense qu'on le verra bientôt. Voilà. Alors désolée, du coup, c'est pas une vraie prédiction, parce que je m'appuie beaucoup là sur des souvenirs que j'ai, des souvenirs un peu flous du Aria de la table virtuelle et tout. Donc, et puis je reporte un peu des choses qui, peut-être n'arriveront pas à la table de Game of Thrones, mais voilà. Peut-être, qui sait.
Et du coup, bah, maintenant, on va passer à la question d'auditeur. Il y a une lettre que je te confie qui est là. Holy shit. Sainte merde. Voilà. Alors, je te la lis. Alors aujourd'hui, la question des auditeurs, nous avons pris celle de Bagriel, que l'on salue. Merci à toi pour la question. On a gardé vos autres questions sous le coude, ne vous inquiétez pas, on les utilisera la prochaine fois. Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes plutôt JDR sur table ou JDR à distance? Toi, Annette June Barker. Ah, mais j'ai oublié de préparer ma réponse, mais donc on va le faire comme ça. J'ai pas envie d'être cette connasse prétentieuse qui dit que rien ne vaut une bonne vieille table de JDR, mais je suis désolée. Je vais être une connasse prétentieuse parce que le bruit du roulage de dés, le fait de voir la réaction des joueurs en direct, le fait de pouvoir se faire des messes basses, c'est une sensation qui est inégalable à mes yeux. Et vraiment, j'ai un petit kink du lançage de dés. J'adore ça. Et c'est assez frustrant quand on joue en virtuel de pas pouvoir le faire. Mais voilà. Donc, je suis désolée, mais je préfère sur table. Ah bah tu peux lancer les dés en virtuel, hein. C'est ce que fait la table de Captain Popcorn, hein, d'ailleurs. Mais je le fais en général. Pendant le premier confinement, j'ai joué, mais alors bêtement, tu sais, sur pas Spotify. J'ai plus le nom du programme là, bleu. Chacun lançait ses dés chez soi et puis on se faisait confiance, quoi. Donc on avait quand même ce petit plaisir de pouvoir lancer les dés. Ah, je retiens, tiens, d'ailleurs, pour petit teasing. Je retiens. Et toi, Céladon, qu'est-ce que tu préfères ou qu'est-ce que tu peux faire, JDR sur table ou à distance? Alors, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de jouer sur table, mais du fait, j'ai pas de point de comparaison, quoi, donc je joue plutôt à distance. Je pense qu'il y a quand même des avantages, typiquement pour se réunir, c'est plus facile, mais je comprends vraiment ce que dit Anna. Je crois que j'aimerais vraiment bien essayer sur table, si l'occasion se présente. Et puis j'ai oublié de rajouter que c'est cool de pouvoir boire des bières tous ensemble. Voilà. Et toi, Erkep, qu'est-ce que tu peux et qu'est-ce que tu préfères? Mais moi, je joue très rarement en famille, mais sinon, je joue qu'en virtuel. C'est très appréciable pour le côté automatisation des calculs qu'on fait sur les programmes genre Foundry et tout ça. Parce que, bon, c'est pas le cas sur Aria, mais nous, on commence à jouer avec des systèmes un peu compliqués, et au moins, on se prend pas la tête. Mais après, il faut pas se mentir. Je pense que si on peut, le JDR en physique autour d'une table, ça reste l'expérience ultime. Moi, je sais que si j'étais riche, virtuel, ça serait une boîte de prod où on ferait ce qu'on fait maintenant, mais autour d'une vraie table, tout le monde payé, mais sans hésiter. Et donc, toi, Maître puisqu'on me demande mon avis. Alors, plutôt table virtuelle que j'ai découvert avec le deuxième confinement, grâce au Discord de la DRT, hein, que j'embrasse, c'est l'occasion, parce que c'est vrai que ça a été un refuge, hein, pendant le deuxième confinement. Comme j'avais dit, j'avais trouvé une table réelle et puis tout était fermé. Et puis je trouve que c'est super pratique. C'est efficace, c'est flexible. Voilà, on peut arriver, appeler des gens au dernier moment, on peut lancer les dés en automatique, ou devant son écran, voilà, on se fait confiance. Alors j'ai eu la chance de faire 2 JDR en PJ et en MJ, encore avec les membres de la DRT, et c'est vrai que c'était très, très cool. C'est une expérience complètement différente. Bon bref, les 2 sont très bien, et à l'heure actuelle et dans les conditions actuelles, je trouve qu'on a vraiment de la chance d'avoir ce choix. Et c'est donc la fin de ce 5e épisode de Hola mon brave. Merci encore à vous de nous avoir suivis. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, un petit mot de fin? Ouais, je pense que c'est l'instant promo, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Yes. Donc, alors, si vous avez envie de presque tous nous retrouver, des Céladon, on vient de terminer une mini-campagne Chronique oubliée Fantasy,
qui est donc masterisé par Aircap, de main de maître, avec Carthage et Kelcrid qui donc font aussi partie de la table virtuelle. Il y a Maître Likao, et puis il y a moi. Elle est en 8 épisodes, tous disponibles sur la chaîne YouTube de la table virtuelle. Et c'était vraiment l'éclate, parce que il s'agit en fait à la base d'une campagne d'initiation, qui est plutôt adressée à des personnes qui ne connaissent pas du tout le JDR, qui en ont jamais fait. Or, on était une équipe de joueuses, on va dire, avec des gros guillemets, accomplis. Et donc, on a bien pu se marier avec le scénar, parfois aux dépens de ce pauvre Aircap. Mais c'était vraiment très drôle. Ça nous a pas empêché d'être malchanceux au dé, et de nous vautrer très joliment par moment. Pas de spoiler. Mais c'était d'autant plus drôle. Moi, j'étais à fond dedans, premier degré, comme une gamine qui joue pour la première fois. Et j'ai pris un plaisir presque enfantin à jouer, donc si vous avez envie d'aller checker ça, c'est parti. Ouais, cette mini-campagne a été très très cool. Encore merci Aircap pour l'invite. Merci de nous avoir supportés parce qu'on a été parfois infernal. Et merci aux copains, vous êtes des super joueurs. Allez checker ça si vous avez l'occasion sur la table virtuelle, c'est assez cool à voir. Et puis moi je voulais faire un petit salut, mais je pense que Aircap se joint à moi ainsi qu'à Dead June. Je crois que tu avais suivi. Un big up à l'équipe de la team Munilift qui vient récemment de finir la campagne d'Aria sur Twitch. Encore bravo à eux et bravo au MJ qui a dû gérer une équipe très chaotique mais qui a prouvé qu'on pouvait faire une campagne un petit peu plus dark de très très belle façon. Et j'espère qu'on vous reverra les copains bientôt faire du JDR ensemble sur votre chaîne. Et les épisodes sont aussi disponibles en replay sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube donc de Munilite, si je dis pas de bêtises. Et de mon côté, je continue à me jeter du Aria, les mille et une nuits d'Akiaba d'Anissa Zara. Et actuellement, je suis en plein mariage-braquage à Alta Bianca. Donc, c'est une revisite de la partie d'Alta Bianca en version bac à sable qui finit par du Cthulhu Pulp avec une équipe bien cool de la DRT que je salue évidemment. Tini Nounours, notre Scalrune sur la peste verte d'Anna June Barker. Arc-en-ciel, l'incroyable ingénieur Anastasia, l'inénarrable professeur Foulk, présent aussi sur la table virtuelle, Discord, Laszlo, Akamoa et Mast. Voilà, hâte de poursuivre tout ça. Et Maître Likao me jettera également un one-shot qui aura lieu toujours dans l'univers d'Aria, où vous pourrez retrouver aussi Tini Nounours et Shadow, donc Shadow qui joue avec nous sur la table virtuelle, et puis Anna June et moi. Donc c'est un projet Girls Only, donc exceptionnellement on sera que des joueuses. Et alors pour le moment les dates ne sont pas encore définies avec exactitude, mais il me semble que ce sera courant juin. Ouais, on va essayer de faire ça courant juin, hosté sur la table virtuelle. Encore merci pour ça, Aircap. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver sur cette table toutes. Et nous aurons un véritable Shazam qui sera en guest. Je n'en dis pas plus. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous dire au revoir et on espère à très bientôt pour la suite des aventures de la compagnie des Heurtoirs, du coup. Ciao! Ciao, bisous! Est un aventurier au passé mystérieux. De sa plus tendre enfance, il se souvient d'un grand manoir luxueux, d'un incendie, d'une échappée. Dans Ariel, la grande ville, il a été élevé par un homme plutôt discret. Il a appris à mentir et à se dissimuler. Enfin, il rencontra 3 autres aventuriers, des aventuriers à la frontière de Varna, à la recherche de gloire et de richesse. C'est le commencement d'une très grande quête. Tout ça aboutira au grand retour du dieu exilé et sans détour au couronnement de la grande Julia. C'est elle évidemment la reine des rois. Sur son chemin
il apprendra qu'il est finalement Athlon Santa Sofia, héritier d'une fortunée famille d'Alta Bianca. Dernier de sa lignée, son sang fait des dégâts. Il est protecteur, son sang un outil pour tuer les serviteurs du dieu ennemi. Bien qu'il ait tué ce dieu ennemi, il a préféré mener une vie tranquille. Il s'est donc installé à Alta Bianca avec une pâtissière pour être loin de tout ça. Il n'a jamais voulu de ce destin. Son passé révolu, il fait des chocopins.